Donc d'abord un très grand merci à Cantel Medical de nous offrir ce symposium et de nous offrir ces si beaux appareils, puisque vous allez voir que sur ce domaine du glaucome, cette société arrive à apporter à la fois des solutions d'imagerie et des solutions de traitement. Et donc c'est tout le but de ce symposium. On va défiler 4 sujets principaux. Je vous parlerai de l'approche UBM pour l'imagerie. Ensuite, le professeur Mermoud de Lausanne nous parlera de l'approche récente d'un nouvel appareil d'électrophysiologie distribué par Cantel Medical. Et puis le docteur Jean Malouf nous proposera un exposé sur le SLT avec son expérience à Nancy, à l'hôpital de Nancy. Et puis ensuite, donc, on aura pour dernière présentation donc une proposition de nouveaux traitements de cyclophotocoagulation par l'équipe de l'hôpital Saint-Joseph à Paris, en la personne du docteur Nassima Benacci. Voilà à peu près la synthèse de cet exposé. Et puis, donc, évidemment, vous avez le déjeuner. Donc, bon appétit à tous. Mais profitez bien de tout ça et profitez des orateurs qui seront là peut-être un petit peu après pour toutes les questions. On essaiera de répondre au maximum à vos interrogations. Alors, je vais enchaîner directement sur cette présentation donc, de l'intérêt de l'UBM dans l'angle iridocornéen en cas de glaucome. L'UBM, ça a été l'avancée des systèmes d'échographie. On avait pendant très longtemps des systèmes d'échographie dédiés simplement au segment postérieur avec des sondes de 10 MHz. Et puis les sondes UBM sont arrivées dans les années 90 avec donc une fréquence plus élevée et donc une résolution plus élevée. Et le gros avantage des appareils actuels, c'est que ce sont des appareils polyvalents. Vous n'avez pas acheté 2 appareils différents. On a maintenant la possibilité d'acheter, comme l'appareil Aviso de Cantel Medical, donc une unité centrale sur laquelle on va brancher différentes sondes, à la fois pour le segment antérieur et le segment postérieur. Et puis, dans ces 2 segments, les fréquences augmentent avec, par exemple, la sonde de 20 MHz dédiée à augmenter la résolution sur le segment postérieur. L'invention de l'UBM a été en grande partie divulguée par Charles Pavlin, qui nous a quittés malheureusement l'an dernier, mais qui nous a montré qu'un angle iridocornéen, ça pouvait se voir en coupe, en plus de la gonioscopie. Et donc, loin de lui et loin de nous, l'idée de dire qu'on supprime la gonioscopie, puisque la gonioscopie vous donne des informations de couleur, de dynamique qu'on n'aura pas toujours avec l'UBM. Par contre, l'UBM apporte un éclairage différent par ces images en coupe. Et en pratiquant l'UBM de façon routinière, on s'aperçoit qu'en fait l'anatomie de l'angle que l'on a apprise dans nos livres est très variable. Et donc d'un patient à l'autre, vous verrez que les choses varient. Je vais vous montrer quelques exemples un petit peu différents et on va dérouler un petit peu ces abords-là. Et puis, en face des UBM, vous avez maintenant floraison de différents appareils qui vont analyser le segment antérieur. Je vous montre là les dernières évolutions d'un appareil de Tomé qui permet de faire du 3D. Et puis, vous le savez, les appareils OCT qui augmentent de plus en plus la résolution et qui peuvent aller voir l'angle. Et donc, il y a un positionnement de l'UBM qui est très clair. Et donc, vous le voyez ici, c'est que lorsque vous êtes en OCT, sur le cliché du haut, on arrive à voir l'angle, on arrive à deviner si cet angle est ouvert ou fermé, mais on n'a pas toujours l'explication de l'analyse de cet angle, puisqu'on n'arrive pas à voir un arrière, et donc très peu d'appareils et très peu de patients peuvent être explorés de façon complète au niveau de l'angle par les appareils OCT, même les plus performants. Et donc l'UBM a une place vraiment entière et très efficace pour compléter cette approche. Différentes données ont été proposées donc pour analyser l'angle avec donc différents systèmes pour analyser un risque de glaucome par fermeture de l'angle. Et donc on a proposé d'aller mesurer l'ouverture de l'angle à différentes distances de l'éperon scléral. Il y a un élément très important qu'il faut reconnaître avec nos appareils, c'est l'éperon scléral. Et donc je vous montre ici donc, le repère de l'éperon scléral. C'est un changement de courbure entre la sclère et la cornée. Donc on prend ce repère sur l'éperon scléral. On peut mesurer une droite tangentielle à la cornée qui fait 500 microns. Et là on trace une perpendiculaire qui va aller mesurer la distance d'ouverture de l'angle à 500 microns de l'éperon scléral, ce qu'on appelle AOD 500. On peut aller jusqu'à 750 microns et donc mesurer une AOD 750. Donc quand on fait des publications qui veulent se tenir et passer la barrière des comités de lecture, il faut avoir des chiffres. On a proposé d'autres chiffres, c'est la surface de l'angle iridocornéen, avec, vous voyez ici, le TISA qui s'arrête à l'éperon et l'ARA qui va jusqu'au fond de l'angle. Donc tout ça, il faut le connaître, mais avec aussi des possibilités d'aller mesurer des angles en ouverture d'angle
comme vous le voyez donc, sur cette proposition, où on peut aller mesurer donc, une pointe de l'angle qui est au fond de l'angle, et puis les deux ouvertures qui vont une vers la cornée, l'autre vers l'iris. Sauf que ces ouvertures d'angle sont parfois très variables, et puis il y a des pièges que l'on peut déceler sur l'échographie. Vous le voyez ici, c'est que le fond de l'angle ici, ce n'est pas le fond de l'angle, c'est une synéchie, puisque l'éperon scléral est ici. Donc méfiance dans tous ces systèmes d'imagerie, et méfiance dans tous ces chiffres qu'il faut maîtriser, mais qui n'ont pas toujours une solution évidente. Ce qu'on utilise le plus fréquemment en routine, c'est le test proposé par Charles Pavlin il y a longtemps, c'est le test de fermeture de l'angle en direct. C'est-à-dire vous posez la sonde UBM sur un méridien, vous laissez la lumière allumée dans la pièce, vous voyez ici sur la gauche cet angle étroit mais encore ouvert, on éteint la lumière dans la pièce, on fait l'obscurité, on regarde ce qui se passe et vous voyez que vous avez en direct une fermeture de l'angle, et on propose en général de prendre ces mesures au moins sur 4 méridiens pour avoir un aperçu complet du risque de fermeture de l'angle. Mais parfois, on a la possibilité, grâce à l'échographie, de faire une séparation entre une simple fermeture de l'angle et un mécanisme différent. Et donc là, tous les diagnostics différentiels peuvent apparaître. Vous voyez ici, par exemple, une insertion antérieure de la racine de l'iris. Vous voyez que l'éperon scléral est noyé ici, et l'iris s'insère vraiment quasiment sur l'éperon scléral. Et donc là, c'est un cas de figure différent d'une simple fermeture de l'angle qu'il faut connaître et qui n'est pas toujours bien diagnostiqué par la gonioscopie. Les synéchies, on en a parlé, donc ça aussi, ça peut être un élément important de diagnostic différentiel. Et puis, les voussures de l'iris. Vous savez qu'on peut avoir, de façon localisée, ça paraît plus simple, mais parfois de façon étendue, un bon moment de l'iris. Et grâce à l'échographie, qui pour le moment est le seul système qui nous permet d'aller voir ce qui se passe derrière l'iris, vous pouvez diagnostiquer soit un simple kyste tout à fait simple et banal, soit une lésion solide, donc style mélanome ou nevus ou adénome. Et puis de temps en temps, vous avez cette fermeture de l'angle sur 360 degrés avec ces polykystoses iridociliaires, où là l'échographie va permettre de diagnostiquer les méridiens qui peuvent être libres de kyste pour peut-être faire une IP qui ne sera pas débouchée dans un kyste. Et puis l'autre élément de diagnostic différentiel par rapport à un simple glaucome par fermeture de l'angle, c'est le mécanisme d'iris plateau. Et donc on arrive maintenant à accepter une définition en imagerie du mécanisme d'iris plateau, puisqu'il y a des définitions cliniques qui ne répondent pas toujours exactement à la réalité anatomique. Et là, on propose maintenant cette définition basée sur l'imagerie en disant qu'un mécanisme d'iris plateau, ça comprend 3 critères. Ça comprend une fermeture de l'angle, vous voyez ici, l'angle est fermé. Ça comprend une position antérieure des procès-ciliaires par rapport à l'éperon scléral. Vous avez l'éperon scléral ici, vous voyez bien que les procès-ciliaires sont situés à la droite de l'éperon scléral. Et puis vous avez une absence de sulcus, vous avez donc le procès-ciliaire qui bascule vers l'avant et qui repousse la racine vers l'avant. Si vous avez des difficultés à repérer l'éperon scléral, changement de courbure entre la sclère et la cornée, et le croisement vous donne l'éperon scléral. La guerre OCT-UBM, vous la retrouvez ici en matière d'iris plateau. Dans 42% des cas, avec un OCT visant bien réglé, poussé au maximum, on arrive à deviner les procès ciliaires, et ça marche sur les iris clairs. Dès que vous avez des iris foncés, 58% des patients qui nous sont adressés, on n'arrive pas à deviner exactement les limites, alors que l'UBM, vous le voyez, est nettement supérieur. On a essayé de quantifier le nombre de patients qui présentent un mécanisme d'iris plateau ou un risque de mécanisme d'iris plateau sur une très large série qu'on a présentée ici à la SFO il y a quelques années. Quand on a des patients qui nous sont adressés pour un angle étroit, on peut quantifier par exemple ici que pour nous il n'y a aucun risque de mécanisme d'iris plateau. Certes l'angle se ferme mais les procès ciliaires sont en arrière, il y a un sulcus, donc pas de souci pour nous. Deuxième groupe, on a une position antérieure des procès ciliaires mais dans l'obscurité l'angle reste quand même ouvert. Donc on propose d'appeler ça une anatomie d'iris plateau. Troisième groupe, on a sur quelques méridiens une fermeture de l'angle avec un vrai mécanisme d'iris plateau, mais vous avez par endroit l'angle qui reste ouvert. Et puis, dans des situations plus compliquées, vous avez donc sur tous les secteurs cette fermeture de l'angle par mécanisme d'iris plateau. Et la répartition de ces patients, elle est comme ceci. La moitié des patients qui nous ont été adressés pour angle étroit, attention, ils ont déjà été vus par un médecin qui a dit l'angle est étroit, il nous l'a adressé. Donc 51% n'a pas d'iris plateau, 22% a une anatomie d'iris plateau, donc pas très dangereux. Par contre, on a 23% des patients qui ont déjà un mécanisme incomplet d'iris plateau et 4% qui ont un mécanisme d'iris plateau complet. Donc vous voyez, c'est pas négligeable, notamment quand on va décider d'un traitement et de la suite à donner.
L'échographie nous permet aussi d'aller vérifier le facteur cristallinien qui dans le glaucome est un élément important. On arrive à mesurer la profondeur de champ antérieur mais aussi l'épaisseur du cristallin et ce qu'on appelle la flèche cristallinienne. Vous voyez que sur des patients qui ont une chambre antérieure de profondeur à peu près identique, on peut avoir à gauche une flèche cristallinienne négative, une flèche cristallinienne nulle. On estime cela en traçant une droite d'angle à angle et en regardant la position de la cristalloïde antérieure. Et vous voyez que parfois, la cristalloïde est en avant de cette droite qui relie les deux angles. Et donc, on a parfois donc, un effet important sur l'intervention de cataracte pour réouvrir un angle. Vous avez ici un angle étroit avec le cristallin naturel. Après intervention, le pied de l'implant et l'angle qui s'est réouvert. Donc ça, c'est un élément non négligeable, par exemple, dans ces cas-là, où en cas de glaucome malin, on a un gros cristallin complètement basculé vers l'avant. Et vous voyez bien que l'angle est complètement fermé ici, avec une basculée processillaire, puis une réouverture de l'angle avec l'implant et donc une solution pour réouvrir ça. Après traitement, donc, on a un intérêt à utiliser l'imagerie, notamment dans les cas limites qui nous posent problème avec l'analyse en lampe à fente. Alors les traitements peuvent être juste l'iridotomie périphérique. Et vous voyez ici comment on différencie une iridotomie périphérique fonctionnelle et une qui ne l'est pas. Vous voyez que sur une iridotomie largement ouverte, un iris qui est redevenu rectiligne avec l'angle qui se réouvre, on a un effet favorable. Quand vous voyez une iridotomie périphérique qui laisse un iris bombant vers l'avant, ça veut dire que vous n'avez pas réussi à lever la composante de blocage pupillaire. Donc ça, c'est un élément d'imagerie qui nous permet d'avancer un petit peu. Et puis parfois, donc, on a les échecs d'iridotomie. Pourtant, l'iridotomie est largement transfixiante, mais vous voyez bien qu'on est face à un mécanisme d'iris plateau. Donc là, l'iridotomie périphérique seule n'est pas suffisante. Il va falloir passer au stade suivant. Iridoplastie. Vous voyez ici un exemple d'iridoplastie avec amincissement de la racine de l'iris, mais parfois quelques exemples d'iridoplastie qui, vous voyez, ne permettent pas de réouvrir le fond de l'angle. Vous voyez ici quelques tests d'iridoplastie. Et là, donc quand on fait des iridoplasties, il faut qu'elles soient certainement très périphériques et certainement très puissantes, et probablement qu'elles ne traitent pas des iris plateaux très marqués, comme on les voit peut-être dans ces cas-là. Échec de l'iridotomie périphérique, je vous en parlais tout à l'heure, vous voyez, une IP transfixiante mais qui débouche sur des kystes. Et puis ensuite, on peut aller contrôler la qualité des bulles de filtration. Vous savez qu'une bulle de filtration qui marche, c'est une bulle qui ressemble à une éponge, comme vous le voyez là. Et vous pouvez vérifier les différentes zones de fonctionnement de ces kystes. Et puis parfois, comme c'est un appareil polyvalent, on peut aller voir les décollements ciliaires par l'échographie, puisque c'est le même appareil. Et puis, dernière slide, juste sur l'angle à l'opposé, angle très ouvert. Vous voyez, un angle largement ouvert en cas de glaucome pigmentaire, avant et après traitement, un OCT et un UBM. Donc vous voyez que ces appareils d'échographie nous aident maintenant au quotidien pour toutes ces analyses d'angle iridocornéen et surtout dans les cas difficiles. C'est-à-dire, il n'est pas question de faire un UBM à tous les patients glaucomateux. Par contre, quand vous avez un souci d'analyse ou de diagnostic, pensez à l'UBM, est un élément très efficace. Et si vous n'avez pas tout compris, on vous invite avec Cantel Médical pour 2 cours fin juin, cours glaucome sur l'UBM et tous les traitements par laser avec Yves Lachkar, et un cours d'échographie. Puis le 13 octobre, notre congrès qui maintenant devient international sur toutes les techniques d'imagerie, vous avez tous les TP, et les appels à papier sont ouverts, donc vous pouvez nous envoyer des propositions de présentation. Je vous remercie.